D'accord, décortiquons cela un instant. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de commun entre le simple achat d'un pain au chocolat un mardi matin et la décision d'une gigantesque multinationale d'investir des milliards pour ouvrir une usine sur un nouveau continent? C'est vrai que posées comme ça, les échelles sont tellement différentes qu'on a l'impression de parler de deux univers parallèles. Exactement. Et pourtant, sous la surface, ce sont rigoureusement les mêmes lois fondamentales qui opèrent. Aujourd'hui, notre décryptage plonge directement dans le code source de nos décisions quotidiennes, c'est-à-dire les mécanismes de l'économie de marché. Tout à fait. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur un document vraiment fascinant. Ce sont des notes de cours d'économie générale et statistique. Ouais, un cours de niveau baccalauréat de 2011-2012, c'est bien ça? C'est ça. Et l'idée, attention, ce n'est pas de retourner sur les bancs de l'école. Non, clairement pas. L'objectif, c'est plutôt d'utiliser cette synthèse, qui est redoutablement précise, comme une sorte de grille de lecture pour comprendre les forces invisibles qui régissent notre monde. Et c'est une grille de lecture super pertinente. Parce que l'économie, avant d'être une affaire de tableaux Excel ennuyeux ou de statistiques, c'est l'étude organique des comportements humains. Absolument. L'étude de nos comportements face à une réalité qui est incontournable, la rareté. Ce cours montre très bien comment on structure l'échange de choses limitées sans pour autant sombrer dans le chaos total. Et le théâtre de tous ces échanges, c'est le fameux marché. Quand on dit marché, on a souvent l'image d'un lieu concret, hein, un espace physique comme un souk avec ses étals d'épices, ou bien, je sais pas, les écrans géants de la bourse. Oui, le marché au sens classique et concret du terme. Voilà. Mais ce qui frappe dans ces notes, c'est que la mécanique reste rigoureusement identique sur un marché totalement abstrait. Par exemple, le marché des télécommunications ou de la donnée informatique. Où il n'y a aucune adresse physique en fait. C'est ça. Des millions de transactions s'y opèrent à chaque seconde dans le vide, enfin, numériquement, quoi. Si on transpose cette dynamique à nos usages d'aujourd'hui, c'est exactement le fonctionnement d'une application de rencontre. Ah, c'est une excellente analogie ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas de lieu physique. L'algorithme fait office de marché. Il met en relation une offre d'attention et une demande d'attention. Il applique des filtres jusqu'à trouver un point de bascule, le match, qui est finalement un pur point d'équilibre. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'universalité de cette résolution de conflit. Que l'on soit sur une appli de rencontre ou sur un marché local de la pêche, comme le propose l'exemple du document, on observe toujours deux forces qui s'affrontent. L'offre et la demande. Exactement. D'un côté, on a les vendeurs, les pêcheurs dans l'exemple, dont la motivation grimpe avec le prix. Le prof explique que si le prix est à 7 dirhams le kilo, ils ne sortent que 500 kilos de poisson de l'eau. L'effort ne vaut pas la récompense, en gros. Voilà, mais à 35 dirhams, c'est la ruée. L'offre bondit à 2000 kilos. Ah oui, un sacré bon. Et de l'autre côté, la demande réagit de manière diamétralement opposée. À 7 dirhams, tout le monde veut acheter du poisson. La demande s'envole à 3000 kilos. Mais à 35 dirhams, ça devient un produit de luxe et la demande s'effondre. Et donc l'équilibre, le match parfait, il se trouve où dans cet exemple? Le calcul du cours le place à 21 dirhams pour 1400 kilos. C'est en réalité une forme de paix sociale mathématique. À ce prix très précis, il n'y a ni gaspillage par excès d'offres, ni pénurie par excès de demande. Le marché se vide parfaitement. Tout à fait. Mais la vraie question, c'est comment ces milliers de pêcheurs et de consommateurs arrivent à se synchroniser sur ces fameux 21 dirhams. Ils ne se réunissent pas dans une salle des fêtes la veille pour négocier, quoi. Non, ce serait un cauchemar logistique. C'est clair. En fait, la coordination se fait presque par magie grâce à un langage crypté que tout le monde comprend intuitivement. Et ce langage, c'est le prix. C'est une notion centrale. On a souvent l'impression que le prix n'est qu'une simple étiquette. Ou pire, que c'est juste l'expression de la cupidité du vendeur. Ah on l'a tous pensé au supermarché, ça. Évidemment, mais en lisant les fonctions du prix détaillées dans cette analyse, on comprend que c'est un mécanisme beaucoup plus sophistiqué. Le document liste 5 fonctions vitales. 5 fonctions, oui. Il y a l'information, l'incitation, la coordination, la rationalité et enfin l'instrument de transaction. C'est ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, réduire le prix à de la simple marge bénéficiaire, c'est ignorer son rôle de système nerveux de la société. Le système nerveux, ouais. Le prix agit vraiment comme un réseau de communication décentralisé. Imaginons une mauvaise récolte mondiale de blé. La ressource devient soudainement rare. Exactement. Et personne n'a besoin d'envoyer un mémo gouvernemental à chaque citoyen ou agriculteur sur Terre pour prévenir du problème. Le prix du blé flambe. Un point, c'est tout. Et cette flambée, c'est un signal d'alarme fulgurant. Un signal qui informe de la rareté, mais qui surtout incite à l'action. C'est la fonction d'incitation, oui.
Ce qui force l'innovation au final. Parce que cette flambée des prix, elle rend soudainement rentable pour des ingénieurs de développer de nouvelles méthodes de culture ou des alternatives. Absolument. Et du côté du consommateur, ça impose une certaine rationalité. Face aux coûts élevés, on va naturellement réduire le gaspillage alimentaire. L'allocation des ressources se réorganise toute seule. Organiquement, sans qu'aucun ministère centralisé n'ait eu à planifier la distribution. C'est le triomphe de la coordination décentralisée. Chaque acteur poursuit son propre intérêt et, ce faisant, rétablit l'équilibre global. Pourtant, face à ce fameux signal d'alarme, les réactions varient énormément selon la nature de ce qu'on achète. Si le prix d'une baguette augmente de 20%, la réaction ne sera pas du tout la même que si le prix d'un billet d'avion pour les vacances augmente de 20%. C'est là qu'entre en jeu le concept d'élasticité. Oui, l'élasticité. Pour imager un peu ça, on peut voir l'élasticité de la demande comme des matériaux de construction. Les biens de première nécessité, genre l'huile ou la farine, ils se comportent comme des câbles d'acier. On a beau tirer fortement sur le prix à la hausse, la quantité demandée ne bouge presque pas. Bah oui, il faut bien se nourrir. C'est une demande faiblement élastique. Voilà. À l'inverse, les biens de loisirs ou les trucs dispensables, ce sont des élastiques de bureau. Une légère traction sur le prix et paf, la demande se rétracte violemment, les gens annulent leur achat. Et cette distinction, c'est le socle de toute stratégie de survie pour une entreprise. Le cours illustre cette notion d'élasticité en reprenant les données du marché aux poissons. Avec un calcul précis d'ailleurs. Tout à fait. Lors d'une hausse massive du prix de 71%, la demande de poissons ne recule que de 27%. Ça nous donne une élasticité de moins 0,38. Moins 0,38, donc c'est négatif. Oui, parce que la demande baisse quand le prix monte. C'est la logique mathématique. Dans le monde des affaires, découvrir que son produit possède une telle élasticité, c'est-à-dire inférieure à 1 en valeur absolue, c'est une information capitale. Ça veut dire qu'on a un filet de sécurité. Exactement. L'entreprise peut augmenter ses marges, la perte en volume de clients sera plus que compensée par le gain d'argent sur les clients qui restent, vu qu'ils sont captifs. Mais si le bien a beaucoup de substituts, là c'est une autre histoire. Ah, là l'élasticité s'envole. Tenter d'augmenter les prix sans justification se solde par une hémorragie de clients qui partent chez la concurrence. C'est un test de réalité impitoyable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, bon, toute cette belle théorie, avec ses câbles d'acier, ses ajustements parfaits, ça suppose qu'on évolue dans un monde clinique, avec des êtres humains parfaitement rationnels. Ce qui, on le sait, est loin d'être le cas. Bah oui. Les sources soulignent que ce modèle de concurrence pure et parfaite, il vole régulièrement en éclats, notamment face à la psychologie humaine ou aux asymétries d'information. Le fameux marché des voitures d'occasion. Exactement. Le modèle classique dirait qu'une forte baisse de prix attire automatiquement plein d'acheteurs. Pourtant, en réalité, si le prix d'une voiture est trop bas, la demande chute. Parce que les acheteurs flairent le vice caché. Ils se disent que le moteur est sûrement en fin de vie. C'est ça. Mais là où la matrice se brise complètement, c'est avec deux paradoxes célèbres du cours. L'effet Veblen et l'effet Giffen. Franchement, comment expliquer qu'un consommateur veuille acheter un sac à main de luxe précisément parce qu'il coûte plus cher qu'hier? Ça défie les lois de la gravité économique. Totalement. En fait, c'est parce qu'à un certain niveau, le prix cesse d'être un indicateur de rareté matérielle. Il devient un marqueur de statut. C'est ça l'effet Veblen. On l'appelle aussi l'effet de snobisme. Donc on n'achète pas le sac pour mettre ses affaires dedans. Non, l'individu achète le message social exclusif que ce sac envoie aux autres. L'augmentation du prix renforce la barrière à l'entrée. Le bien devient plus exclusif et donc, paradoxalement, la demande grimpe chez ceux qui cherchent à s'élever socialement. La loi de la demande s'inverse par pur orgueil. C'est dingue. Et ça contraste violemment avec l'autre extrémité du spectre, l'effet Giffen. Oui, là on quitte les quartiers chics pour le paradoxe de la misère absolue. C'est beaucoup plus sombre. Hein. Quand une population très précaire, qui se nourrit presque exclusivement de pain ou de pommes de terre, voit le prix de ce produit de base exploser, sa consommation augmente. C'est tragique, mais très logique quand on analyse les budgets. Oui, la hausse du prix du pain détruit tellement leur faible pouvoir d'achat qu'ils ne peuvent même plus s'offrir les rares morceaux de viande qu'ils achetaient avant. Du coup, pour compenser les calories perdues de la viande, ils réallouent tout leur budget vers la seule chose qui reste, la moins chère globalement, même si son prix a monté. Le pain, exactement. Ces deux exceptions, Veblen et Giffen, elles montrent bien que le prix est un langage, oui, mais un langage teinté d'arrogance d'un côté et de désespoir de l'autre. Les mathématiques de l'équilibre cèdent le pas aux émotions humaines et aux instincts de survie. Et cette complexité s'étend bien au-delà des objets du quotidien. Le cours marocain qu'on analyse opère un vrai changement d'échelle dans sa dernière partie.
Oui, on passe à la macroéconomie. C'est ça, il prend cette matrice d'offres et de demandes et l'applique aux 4 piliers qui font tourner les nations. Le marché des biens et services qu'on vient de voir, mais aussi le marché du travail, celui des capitaux et celui des changes. Commençons par le marché du travail, si vous voulez bien. Le prix sur ce marché, c'est le salaire. Et là, la sémantique utilisée dans les notes de cours est hyper déroutante au premier abord. On y lit que ce sont les ménages, donc nous les individus, qui constituent l'offre, et les entreprises qui constituent la demande. C'est contre-intuitif pour beaucoup de gens. Bah oui, dans la vie de tous les jours, c'est l'inverse. On va sur Internet pour chercher une offre d'emploi. C'est nous qui sommes en demande. Cela soulève une question essentielle sur la manière dont notre culture perçoit le travail. Depuis la révolution industrielle, on a ancré l'idée que l'entreprise est le créateur d'emplois, un bienfaiteur que l'individu vient solliciter. D'où le fait qu'on dise que l'entreprise offre un poste. De travail, c'est l'expertise, le temps de vie. Et le propriétaire de ce temps de vie. C'est l'individu. C'est donc le travailleur qui est l'offreur. Il met son énergie sur le marché. L'entreprise, elle, est incapable de produire sans cette force humaine. Donc elle est structurellement en position de demande. Elle achète cette force vitale. Et le salaire, c'est le prix de cette location. Franchement, c'est un changement de paradigme profond quand on y pense. On ne quémande pas un moyen de subsistance, on commercialise activement son propre temps sur un marché. Tout à fait. Et si on applique cette logique au 3e pilier, le marché des capitaux, ça s'éclaire de la même façon. On a souvent l'image de la bourse comme d'un immense casino totalement déconnecté du réel. Alors que le document le structure très sobrement. Oui, le marché des capitaux, c'est juste l'endroit où l'argent lui-même devient la marchandise. Et son prix, c'est le taux d'intérêt. D'un côté, on a le marché monétaire pour le court terme, entre les banques. De l'autre, le marché financier, la bourse, pour le long terme. C'est fascinant de voir la bourse non pas comme une salle de jeu, mais vraiment comme une machine à voyager dans le temps pour le capital. Une machine à voyager dans le temps. Comment ça? Une entreprise a besoin d'argent tout de suite pour construire des usines qui feront des profits dans le futur. De l'autre côté, des épargnants ont de l'argent tout de suite, mais ils veulent le faire fructifier pour leur retraite, donc pour le futur. Ah, je vois. L'offre et la demande se rencontrent pour échanger le présent contre le futur, et l'arbitre de cet échange, c'est le taux d'intérêt. L'argent est la matière première du développement. Super clair. Et cette dynamique de l'argent nous amène au 4e pilier, crucial pour une économie ouverte, le marché des changes. La confrontation entre la monnaie nationale et les devises internationales. Pour le Maroc, c'est le dirham face à l'euro ou au dollar, avec le taux de change comme prix d'équilibre. Et l'analyse du prof sur ce point est hyper ancrée dans la réalité du pays. Oui, parce que quand on pense à l'entrée de devises étrangères, on pense tout de suite aux exportations. Des voitures ou des phosphates qui partent et des euros qui entrent. Logique. Mais le cours met en évidence d'autres moteurs massifs pour le Maroc. Les investissements étrangers, le tourisme et surtout les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. C'est une mécanique vitale pour eux. Quand un membre de la diaspora en Europe envoie des euros pour soutenir sa famille ou construire une maison au pays, ces euros n'atterrissent pas directement chez le boulanger du coin. Ils sont échangés contre des dirhams. Voilà, c'est la Banque centrale marocaine qui capte cette devise forte. Et ce n'est pas juste un détail comptable. Ce matelas de dollars et d'euros permet au pays de financer sa propre demande internationale. Pour payer les importations incontournables, genre le pétrole, les machines, les céréales. Exactement. La stabilité du pays repose en grande partie sur cette architecture invisible. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on prend un peu de recul sur cette analyse, on réalise que l'économie de marché est fractale. C'est la même dynamique au niveau micro et macro. C'est toujours une question d'équilibre. Ouais, que ce soit pour marchander du poisson sur un port, négocier son salaire à l'embauche ou voir une banque centrale gérer des milliards. Le dénominateur commun, c'est toujours cette confrontation entre nos désirs infinis et la contrainte de la rareté. Le marché est l'arène, l'offre et la demande sont les lutteurs, et le prix, c'est l'arbitre de cette immense chorégraphie. C'est une très belle synthèse de la théorie classique. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, aujourd'hui on fait face à un paradoxe inédit. Lequel? Historiquement, cette mécanique reposait sur des signaux de prix qui étaient imparfaits, parce que l'information circulait lentement. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on assiste à la tarification dynamique algorithmique. Ah oui, le prix du VTC qui double à la seconde où il se met à pleuvoir. Exactement. Ou le billet d'avion qui change de prix pendant que vous regardez l'écran. La technologie traque le point d'équilibre parfait à la milliseconde près. La grande question, c'est de savoir si cette transparence totale nous rapproche du marché parfait de la théorie ou si elle crée de toutes nouvelles asymétries d'information.
Des asymétries où l'algorithme connaît tellement bien notre élasticité psychologique personnelle qu'il annule complètement notre pouvoir de négociation, en fait. C'est exactement ça. Sous le vernis froid de l'IA, c'est la même dynamique ancienne. Mais ce n'est plus le vendeur qui essaye de deviner notre budget en regardant nos vêtements, c'est un réseau de neurones qui analyse nos données pour extraire la valeur exacte de nos désirs. C'est une pensée franchement vertigineuse pour clore cette analyse. Ça prouve en tout cas que ces vieilles règles fondamentales du marché ont encore de très très beaux jours devant elles, même à l'ère des algorithmes.